bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité de la mi-journée sur la télévision nationale congolaise, un journal qui part de la présidence de la République. La baisse des prix observés sur le marché doit être proportionnellement à l'appréciation du franc congolais. Cette préoccupation était au cœur d'une réunion économique d'urgence présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la cité de l'Union africaine, réunion à laquelle a pris part la première ministre, le vice-premier ministre du budget, le VPN de l'économie nationale et le ministre des Finances, ainsi que le gouverneur de la Banque centrale. On en parle avec Guylain Kabalundi. Comme annoncé lors de la dernière réunion du Conseil des ministres, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a convoqué ce mercredi 22 octobre 2025 à la Cité de l'Union africaine une réunion économique d'urgence à laquelle ont pris part la première ministre, le vice-premier ministre et ministre du budget, le vice-premier ministre et ministre de l'économie, le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo en visioconférence. La rencontre est revenue sur la nécessité d'assurer une meilleure coordination entre le volet monétaire et le volet budgétaire de la politique économique, surtout en cette période où l'on observe une appréciation du franc congolais face au dollar américain. Nous avons examiné la situation récente, et nous avons également levé un certain nombre d'options qui doivent être confirmées sur le plan technique dans une réunion qui va se tenir vendredi, de manière à ce que les baisses de prix que l'on observe sur les marchés et qui sont effectives soient proportionnelles à l'appréciation du franc congolais, pour que les Congolais sentent qu'il y a une réelle amélioration de leur pouvoir d'achat. La prochaine réunion devrait également tabler sur la baisse des produits pétroliers, mais aussi sur le renforcement de contrôle de prix pour mettre fin à la spéculation. Des mesures seront également prises en ce qui concerne les prix, d'abord sur les prix de produits pétroliers, qui pourraient connaître une nouvelle variation à la baisse dans les jours qui viennent, sans oublier le renforcement de contrôle des prix pour s'assurer que les opérateurs économiques ne spéculent pas trop et ne gardent pas sur eux les gains qui doivent en principe revenir aux consommateurs. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a par ailleurs annoncé qu'une réunion sera présidée très prochainement par la première ministre pour une concertation avec les secteurs privés, de manière à ce qu'ils soient rassurés de la constance du gouvernement et de la Banque centrale du Congo. L'ambassadeur de la RDC au Brésil, Rosette Moussi Niamalé, a présenté ses lettres de créance au président Lula da Silva. C'était au cours d'une grandiose cérémonie organisée à cet effet. C'était un commentaire de Edith Chala. Le 20 octobre, dans la capitale brésilienne, Brasilia, l'ambassadeur de la RDC au Brésil, Rosette Moussi Niamalé, a présenté ses lettres de créance au président brésilien Lula da Silva. Dans le cadre du nouveau chapitre de la diplomatie économique, la RDC et le Brésil sont engagés pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre Brasilia et Kinshasa. Bien avant son accréditation au Brésil, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire Rosette Moussi Niamalé a travaillé à l'ambassade de la RDC en Belgique. Par la suite, elle a été en poste à New Delhi, en Inde, bien avant de rejoindre le nouveau poste à Brasilia au Brésil. La représentante du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Brésil, Rosette Moussi, est engagée à renforcer les liens d'amitié entre les deux peuples, brésiliens et congolais. La mise en œuvre de l'agenda des objectifs de développement durable est au cœur du nouveau mandat du nouvel ambassadeur du Congo-Kinshasa au Brésil. La RDC et le Brésil ont une longue histoire d'amitié diplomatique et de coopération économique. Le président Tshisekedi et son homologue brésilien Lula da Silva se sont promis un renforcement de la diplomatie au bénéfice de leurs deux peuples.
Ils viennent d'être primés à la fin de leur formation. Eux, ce sont les étudiants de quelques universités de la capitale. Ces derniers ont partagé au concours Bouzuya Écolo, un projet initié par l'initiative pour la transparence des industries extractives ITN. C'est là dans le but d'encourager les étudiants à orienter leurs travaux de fin de cycle autour du secteur minier. C'était un commentaire de Peggy Mukunda. Devant tous ces dirigeants mondiaux réunis lors de ces grands forums mondiaux sur les matières premières, ici à Genève en Suisse, le ministre congolais du Commerce extérieur vient de faire un grand plaidoyer. Julien Paluku Kahongya plaide pour la mise en place d'une structure commune regroupant tous les pays, producteurs et exportateurs de minerais stratégiques à l'image de l'OPEP dans le secteur pétrolier. Objectif, défendre les intérêts de pays membres, stabiliser le marché des minerais critiques, garantir des revenus équitables pour les États producteurs et aussi sécuriser un approvisionnement régulier pour les industries mondiales. Le ministre du Commerce extérieur a aussi souligné l'urgence de réguler la production et influencer les prix au bénéfice de la population des pays exportateurs et producteurs. Les pays producteurs de matières premières ne sont pas organisés. À l'époque, les pays producteurs du pétrole ont créé ce qu'on appelle l'OPEP. Alors moi, je pense que la CUSED, qui accompagne les pays producteurs de matières premières, pourrait piloter, par exemple, la création d'une telle organisation des pays producteurs et exportateurs de minerais stratégiques. À ce moment-là, lorsqu'on aura cette grande organisation, particulièrement au niveau de l'Afrique, ça va nous permettre d'être des interlocuteurs valables face à tous les off-takers qui viennent chercher des produits sur les marchés africains. La proposition de la RDC a été saluée par de nombreux participants, notamment le Centre africain pour le développement de minerais, qui a insisté sur le renforcement de la coopération sud-sud pour concrétiser cette ambition continentale. La mission économique du vice-premier ministre de l'économie nationale de la province du sud de Ubangi a connu une nouvelle étape. Daniel Mukoko-Samba et son équipe se sont rendus au territoire du Libégué où ils ont eu quelques heures de travail. Rodépanda. Il est 11h, heure locale. L'aérodrome de Libégué dans le sud Ubangi accueille l'avion qui transporte le vice-premier ministre de l'économie nationale, l'administrateur du territoire, les membres du conseil de sécurité et le député national Alfred Zondomio, élu de Libégué, l'ont accueilli. La foule en liesse a cheminé avec Mukoko Samba jusqu'au nouveau bâtiment administratif du territoire produit du PDL 145 territoires. Mot de bienvenue de l'administrateur du territoire, celui de la notabilité ainsi que du député national Zondomio, avant d'écouter le message du vice-premier ministre de l'économie nationale qui leur a livré l'objectif de sa visite. L'économie, ce n'est pas seulement le cobalt. Successivement, plusieurs sites agro-industriels visités, notamment le port de Libégué, sans activité, faute de balisage. Sa réhabilitation étant d'importance capitale pour la population, l'envoyé du chef de l'État a promis d'en faire rapport aux garants des institutions du pays pour une connectivité entre Libégué et l'ensemble du territoire national. Autre visite, les installations de la SNEL du coin avec 2 groupes de 500 kW chacun, réhabilités en 2022 après des décennies d'arrêt, donnent aujourd'hui de l'électricité par intermittence. Sa compétitivité s'impose pour accélérer le développement de cette contrée, le port de Batanga.
dernier, le gouvernement de la République a formulé une demande en direction des députés nationaux pour adopter une résolution sur la reconnaissance des crimes du génocide commis en RDC, les génocostes congolais, le vendredi 17 octobre. Courant, la plénière a débattu de cette question avant de lever l'option sur les recommandations. Les différentes interventions étaient très enrichissantes, dont celle de l'honorable Patrick Saloumou, élu de Bukavu, dans le Sud Kivu. Je m'associe à la plupart d'interventions de nos collègues et je note une chose, et c'est même l'essentiel de mon observation, c'est qu'il y a un très grand appétit de pouvoir accomplir quelque chose de grandiose parce que ce qui nous est arrivé au pays est assez grave. Moi, je pense que quiconque pourra revenir ici avec un texte pour le souci d'enrichir ce sujet n'aura peut-être pas suffisamment d'espace à mettre quelque chose d'édifiant dans ce texte. Ce texte est suffisamment bon. Le problème se situe plutôt ailleurs. On nous demande de pouvoir agir d'autorité, c'est-à-dire de pouvoir créer une norme. Deux intervenants ici ont mentionné le fait que, au niveau du code pénal, il existe déjà des dispositions consacrées au génocide. Il s'agit du code pénal militaire. Mais même ceux qui ont parlé du génocide, il existe une loi de 2022. Ça concerne à la fois les questions de FONAREV, donc indemnisation des victimes. La loi parle de génocide. Alors, ce que nous pouvons faire d'édifiant ici, en termes de création de normes, c'est ce que moi, individuellement, j'avais déjà amorcé. J'ai proposé à notre Assemblée une loi sur la sauvegarde de la mémoire collective qui s'est mue en loi modifiant et complétant la loi portant code pénal militaire. Parce qu'on nous parle de génocide, mais pas de génocide congolais. Plusieurs activités se sont déroulées autour de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Je vous propose de suivre cela dans ce reportage. Devenus aujourd'hui experts dans la gestion du secteur minier et de la fiscalité minière en République démocratique du Congo, les étudiants de différentes universités de la capitale ont pris part à la cérémonie de remise des certificats et des trophées après une année de formation et d'encadrement pour le concours Bozuya Ekolo. Projet initié pour encourager et motiver ces derniers à orienter leurs travaux de fin de cycle autour du secteur minier tout en bénéficiant des données mises à leur disposition par l'initiative pour la transparence des industries extractives, ITIE. Avec beaucoup d'émotion, je tenais à remercier tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ce beau projet, qui ont cru en nous, la jeunesse, et qui ont sacrifié, investi leur temps, leurs efforts pour nous motiver à parler des sujets cadrant avec la situation que notre pays traverse. Nous sommes vraiment très heureux de participer dans ces concours qui nous a appris d'acquérir des connaissances dans les différents domaines. Au grand bonheur de l'initiateur du projet. Et nous, notre souci est d'amener l'élite congolaise à l'utilisation à bon escient des données du secteur minier, surtout dans l'élaboration de leurs travaux de fin d'études. Au total, 19 lauréats ont reçu des certificats des mains des organisateurs, à savoir l'ITIE, la coopération allemande et la société civile. S'en est suivi des dévoilements des 10 gagnants qui ont remporté les trophées Bozuya Ekolo avec mention grande distinction, mais également des ordinateurs portables et un billet d'avion à destination de Lubumbashi remis à la première des gagnants, Pierrette Nsala. Parlons économie à présent, parlons finances à présent. Le ministre provincial des Finances du Haut-Katanga a échangé avec une délégation du FMI en mission technique à Lubumbashi. C'était sur l'évolution de la fluidité économique en RDC. Une délégation du Fonds monétaire international en séjour à Lubumbashi a échangé ce mercredi 22 octobre 2025 avec le ministre provincial des Finances, John Muloba Kitonge, en présence du directeur de cabinet du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Polydor Masengo. Cette délégation est venue dans le Haut-Katanga en mission technique, comme a dit le chef de mission du Fonds monétaire international pour la République démocratique du Congo, Calixte Ayoposi. D'abord, je voudrais dire que nous sommes ici dans le cadre d'une mission technique pour visiter la province du Katanga, pour constater l'évolution de l'activité économique, parler aux opérateurs économiques, pour les entendre. Ça nous permettra de juger de l'activité économique en général pour pouvoir affiner nos analyses. Cette visite technique est aussi un prélude
à la mission de la deuxième revue du programme économique et financier de la RDC, soutenu par le programme PEC du Fonds monétaire international. Donc cette seconde partie de la mission va commencer à Kinshasa lundi et nous avons voulu faire une visite de terrain ici avant d'aller à Kinshasa. Cette mission vise un investissement économique avec le membre de la FEC, Fédération des entreprises du Congo. Once all the debt was cleared from Debtbusters, I started breathing again, and I see a bright future. Bust debt. Les femmes du village Igné de la commune urbaine-rurale de l'Intélé ont été formées sur des techniques agricoles modernes et ainsi qu'à la transformation des produits vivriers et ce dans le cadre du programme alimentaire mondial. Le ministre d'État du Développement rural, Grégoire Mouchaïl Moutombe, a effectué une descente sur le lieu afin de se rendre compte. C'était dans le cadre de la quinzaine de la femme rurale. Dans le cadre des activités de la quinzaine de la femme rurale, le ministre d'État du Développement rural a effectué une visite de terrain au village Igné dans la commune de l'Intélé. Ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe était accompagné de la directrice pays du programme alimentaire mondial, Cynthia Jones. L'objectif de cette mission conjointe était d'évaluer le fonctionnement de la ferme communautaire et du kit de transformation rurale rapide, RRT. Deux initiatives soutenues par le PAM visant à renforcer l'autonomisation économique des femmes rurales. Sur place, le ministre d'État Mouchaïl a rencontré les femmes bénéficiaires formées aux techniques agricoles modernes et à la transformation des produits vivriers. Ce centre de formation, c'est un centre de perfectionnement pour les femmes pour ces projets intégrés dans les milieux périurbains de la ville de Kinshasa. Je suis très émerveillé. Je pense que c'est un modèle que le ministère du Développement rural avec le PAM pourrait travailler, pas seulement avec le PAM, mais avec tous les systèmes des Nations Unies pour permettre à ce que nous puissions vulgariser ce modèle. C'est un modèle intégré où nous pouvons trouver les protéines, la production de protéines animales, la production de protéines végétales et la diversification de l'économie. De son côté, la directrice pays du PAM, Cynthia Jones, a réaffirmé l'engagement de son organisation à accompagner les initiatives communautaires. Pour nous, c'est important pour améliorer la sécurité alimentaire, améliorer aussi la nutrition et travailler aussi avec le gouvernement pour voir les modèles. Pour moi, la partie qui est très importante, c'est l'aspect intégré, mais aussi comment on peut trouver les marchés, soit la cantine scolaire, soit les supermarchés, soit d'autres demandes institutionnelles. Au-delà des succès enregistrés, les femmes du village Igné ont attiré l'attention du ministre d'État sur les difficultés d'évacuation des produits agricoles causées par l'état de dégradation des routes locales. Et pour lutter contre toute forme de toxicomanie, une frange de la société civile sollicite l'appui du gouvernement. Ils l'ont dit lors d'une conférence de presse. L'organisation et les réseaux de la société civile qui militent dans la lutte anti-tabac et contre les autres formes de toxicomanie en RDC ont tenu une conférence de presse en vue de rappeler l'impératif de protection de la santé publique face aux pressions exercées sur l'industrie du tabac auprès des autorités politico-administratives de la RDC. L'industrie du tabac exploite plus les jeunes parce qu'aujourd'hui, l'industrie sait que quand vous commencez à fumer, il sera difficile pour vous d'arrêter. Donc, ils ont un potentiel de clients sur lesquels ils peuvent miser. Le gouvernement prend des dispositions, notamment des mesures réglementaires, pour qu'il y ait des sanctions. Et il y a plusieurs arrêtés qui existent au niveau du ministère de la Santé. Mais je vais juste parler de la préoccupation de l'arrêté 041, où il y a des sanctions qui sont prévues et où il y a des dispositions de protection. Je crois que vous avez dit tout à l'heure que vous êtes coordinateur des clubs de jeunes, donc vous êtes le plus concerné pour nous accompagner parce qu'ils sont plus exposés, ce sont les jeunes. Pour ces organisations de la société civile, en dénonçant cette probable dérive, elles s'en remettent aux autorités du pays
En premier, le chef de l'État, suivi de la Première ministre, du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, des représentants de l'Organisation mondiale de la santé, pour agir dans le sens de protéger la vie de la population congolaise, essentiellement composée de jeunes, avec la participation de la société civile et soutenir les programmes prioritaires de la santé publique. Pour éradiquer l'épidémie à virus Ebola dans la province du Kasai-Chikapa et s'enquérir des conditions de vie des populations rurales, le gouverneur Crispin Mukindi s'est rendu dans les territoires de Luebo et Mweka. Les détails dans ce reportage de Kennedy Mukendi. Le gouverneur Crispin Mukindi Bukasa a entamé une mission d'itinérance à l'intérieur de sa province pour s'enquérir non seulement des conditions de vie de sa population, mais aussi la riposte contre la maladie à virus Ebola. Accompagné d'une forte délégation composée des députés provinciaux, membres du gouvernement provincial, du conseil provincial de sécurité, ainsi que le partenaire technique financier œuvrant dans le système de santé dans la province du Kasai. L'exécutif provincial a débuté sa mission dans le territoire de Luebo où il reçoit un accueil délirant. Dans son discours devant la population de Luebo, le gouverneur Crispin Mukindi a remercié sa population pour son accueil et réitère son engagement de lancer les travaux de la réhabilitation de pont Kaluebo et de la lutte anti-érosive dans un bref délai. L'autorité provinciale avec sa délégation poursuivent leur mission dans les territoires de Mweka. L'autorité provinciale a communié avec sa population dans un meeting populaire où il a sensibilisé les fils et filles de Mweka à se faire vacciner pour lutter contre la maladie à virus Ebola qui frappe ces territoires. Le chef du gouvernement provincial a eu, dans la consultation avec différentes représentations pays avant, de se rendre dans la localité de Boulapé, épicentre de la maladie à virus Ebola. Sur place, l'exécutif provincial s'est dit satisfait de l'évolution de la riposte tout en saluant la bravoure de professionnels de santé qui sont mobilisés au front pour faire face à cette maladie mortelle. Le gouverneur Crispin Mukindi a remercié tous les partenaires techniques financiers, plus particulièrement du GDPSS, pour son accompagnement qui a produit des résultats escomptés après 5 jours passés dans le territoire. L'autorité provinciale a regagné la ville de Chikapa, chef-lieu de la province, aux après-midi. Et à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, les députés ont adopté le projet de calendrier des matières de la session ordinaire de septembre 2025. Regardez. Au cours de cette séance plénière présidée par Lévi Moutasango Pamba, les députés provinciaux de la ville de Kinshasa ont adopté article par article le projet de calendrier des matières de la session ordinaire de septembre 2025 présenté par le rapporteur André Kongolo. Ce calendrier prévoit principalement l'examen des projets et propositions dédiés, le contrôle parlementaire ainsi que la reddition des comptes de la ville de Kinshasa. Sur le plan législatif, les élus provinciaux vont examiner plusieurs textes parmi lesquels le projet dédié pour budget 2025 de la ville de Kinshasa, la reddition du compte de l'exercice 2024, la consolidation des budgets communaux, ainsi que des propositions dédiées relatives à la lutte contre le banditisme urbain et la réglementation du transport taxi-moto, pour ne citer que ceux-là. Concernant les contrôles parlementaires et la gestion interne, les députés vont examiner notamment le rapport de gestion du bureau de l'Assemblée provinciale pour les 6 derniers mois, les budgets de dotation pour 2026, ainsi que les règlements financiers et les manuels de procédures internes. Par ailleurs, l'analyse des rapports des vacances parlementaires, les résultats des missions de contrôle budgétaire pour l'exercice 2023, 2024 et le premier trimestre 2025, ainsi que le suivi de l'application des recommandations adressées au gouvernement provincial ont également figuré à l'ordre du jour. Pour terminer, la plénière a validé le pouvoir des mandats des 5 suppléants des élus provinciaux appelés à occuper désormais des fonctions au sein des régies financières de la ville de Kinshasa. Vers l'intensification des opérations d'assainissement et d'évacuation des déchets dans la ville-province Kinshasa, le gouverneur de province Daniel Bumba Lubaki a doté la capitale de 100 camions-bennes, question d'améliorer les opérations sur le terrain et rendre la ville plus propre. On en parle dans ce reportage de Serge Merlemata. Au total, 100 camions-bennes dédiés à l'évacuation des déchets à l'assainissement ont été remis à l'exécutif provincial. Une étape clé après la récupération des sites d'enfouissement d'Impassa en Thierry. Ces véhicules seront prochainement déployés dans les rues de Kinshasa avec pour objectif
de lutter contre l'insalubrité, améliorer l'évacuation de déchets et redonner à Kinshasa une image plus propre. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, à cette occasion, a appelé la population à s'approprier cette initiative qui s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement provincial dénommé Kinshasa Zobunga. Lors de la cérémonie, l'autorité urbaine de Kinshasa, Daniel Bumba-Lubaki, a souligné que ces 100 camions-bennes, premier lot d'un total de 300 véhicules promis, permettront de concrétiser la politique de salubrité de la ville de Kinshasa. Je vous appelle, Kinoises et Kinois, à la vigilance et à plus de responsabilités afin de protéger tous ces véhicules. Ceci symbolise aussi l'assainissement motorisé que nous sommes en train de mettre en place dans la ville de Kinshasa. Plus que déterminés à matérialiser la vision du président de la République, nous ne sommes pas appelés à la stagnation, mais plutôt à passer à un niveau supérieur. Par ailleurs, cette opération d'assainissement motorisé marque un tournant décisif pour Kinshasa, avec pour ambition de faire de la capitale un modèle de propreté et de modernité. Les travaux de l'atelier de validation du répertoire des métiers verts et du plan national de développement des emplois verts de la RDC ont été au centre d'un atelier ouvert dans la salle de la direction provinciale de l'Institut national des préparations professionnelles INPP Kinshasa. C'est le secrétaire général du ministère de l'Emploi et Travail, Dona Baboula, qui a lancé ces travaux de 4 jours. Georges Frédéric Nziboun en parle. Les travaux de l'atelier de validation du répertoire des métiers verts et du plan national de développement des emplois verts font l'objet d'un atelier organisé par le ministère de l'Emploi et Travail à travers l'Institut national de préparation professionnelle INPP en collaboration avec le ministère de l'Environnement, lancé par le secrétaire général à l'emploi, Dona Baboula. Ces travaux visent à protéger l'environnement, créer des emplois durables et à bâtir un Congo émergent à travers l'opérationnalisation de la transition écologique du pays. Au nom du directeur général de l'INPP empêché, le directeur général adjoint Patrick Kayembe Sompi a fait savoir que l'INPP, dans le cadre de la promotion des emplois verts, menait un ensemble d'enquêtes qui a conduit à l'identification de l'analyse des besoins en formation dans les secteurs de l'environnement et la prévalidation de 81 métiers verts répartis en 11 filières, à savoir l'agriculture durable, l'industrie agroalimentaire, les énergies renouvelables, la gestion des forêts et bois, la valorisation des déchets, la construction écologique, la conduite d'engins forestiers, la gestion des érosions, l'eau et hydrogène vert et les compétences transversales. Cet atelier de 4 jours réunit les experts du domaine environnemental, les agents et cadres de l'INPP ainsi que les membres du secrétariat général du ministère de l'Emploi et Travail de la RDC. La tragique disparition de Bonnette Elombe, une enseignante de 32 ans, a plongé le corps enseignant en larmes. Le ministre provincial de l'Éducation, Thierry Chitenge Kabouya, est allé compatir avec la famille éplorée. Anastasie Doumbou. Ayant appris la tristesse nouvelle du décès de Madame Bonnette Elombe, enseignante dévouée et respectée à l'école primaire 7 Yolo Sud, le ministre provincial de l'Éducation, Thierry Chitenga Kabouya, s'est rendu à la résidence familiale pour présenter ses condoléances et réconforter la famille éprouvée. Après 1 heure d'échanges avec le membre de la famille, le ministre provincial de l'Éducation explique le sens de sa démarche. C'est le corps éducationnel qui a perdu une actrice, non des moindres, une actrice qui s'est dévouée. Je l'ai découverte au travers des réseaux sociaux et je pensais même à la rencontrer déjà au départ. Et malheureusement, c'est le jour où moi je prenais mes fonctions que l'Éternel l'a reprise. Donc tout ce que je peux dire, c'est que nous avons perdu une actrice du monde éducatif.
éducationnelle dans la ville de Kinshasa. La disparition de cette éducatrice a suscité une vague d'hommages. Dans ces moments de deuil, la communauté éducative, ses collègues et ses élèves pleurent une lumière éteinte trop tôt, mais son empreinte demeure. Place à présent la revue de presse dans une présentation et sélection de Jean-Pierre Ndolo Demaso. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse du jeudi 23 octobre 2025. RDC Santé, alerte sanitaire majeure, plus de 58 000 cas suspects de choléra et 1700 décès en 9 mois révèle le potentiel. La RDC fait face à une épidémie de choléra d'une intensité alarmante. Selon le ministre de la Santé, en seulement 9 mois, soit de janvier à mi-octobre 2025, plus de 58 000 cas suspects ont été enregistrés avec un bilan tragique de plus de 1700 décès. Ce chiffre représente l'une des flambées les plus graves des 10 dernières années, touchant désormais 20 de 26 provinces du pays. Kenge, la circulation paralysée sur la route nationale 1 Kinshasa-Kikwit, annonce RTNC.cd. Chaque averse transforme désormais ce tronçon stratégique en un immense bassin d'eau bloquant toute circulation au cœur même de la ville de Kenge, chef-lieu de la province du Kwango. Selon le constat fait sur place mardi 21 octobre, ce spectacle désolant